retrouve pour la deuxième partie de mon bilan sur le Pumpkin Autumn Challenge. Et cette fois, on a 7 lectures à chroniquer. Alors, on va tout de suite commencer bien par celle-là. J'ai lu dans la catégorie Gare-gare à la main de gloire, sous le menu Automne frissonnant, Bonne saison, tome 1. Je l'ai aussi mis d'ailleurs dans la catégorie, que je vous dise pas de bêtises, Nom d'une dune, dans le menu Automne enchanteur. Alors, The Bonne Saison par Samantha Shannon, aux éditions de Saxus, une jolie petite brique. Samantha Shannon, je l'ai connue grâce au Prieuré de l'Oranger, toujours c'est de Saxus, que j'ai beaucoup aimé. Ça a été un de mes plus gros coups de cœur de 2021. Et je m'étais dit que je lirais The Bonne Saison parce que ça m'intéressait. Je l'ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge et en plus c'est bien tombé parce que sur un Discord de LC où je suis, on a voté pour lire ce tome 1 en LC. Alors c'est difficile de vous raconter un petit peu l'univers, c'est vraiment un univers très riche. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cet univers, c'est très prenant. Comme je vous ai dit, c'est une petite brique. Samantha Shannon, elle écrit des univers vraiment... c'est pas facile à les résumer, ces univers. Ça parce qu'il y a beaucoup de personnages, soit parce qu'on est sur quelque chose de dense, ou à la fois avec beaucoup de personnages. Ici, on est sur un récit, j'ai envie de dire, sur une terre un petit peu parallèle à la nôtre. Jusqu'à un moment donné, cette terre aurait été la nôtre, et il y a une certaine date où les choses vont changer. À cette date-là, il y a les clairvoyants qui ont été mis à jour. Et d'ailleurs, vous avez au début du roman, où est-elle? Toute une liste, vous avez aussi une carte. Mais tout au début du livre, vous avez une liste des clairvoyants. Il faut juste que je la retrouve. Voilà, la clairvoyance, les 7 ordres de la clairvoyance. Vous avez les devins, les augures, les médiums, les sensoriels, les sauteurs, les furies, les gardiens, et chacun ont des spécificités bien à eux. Vous avez aussi des niveaux de hiérarchie. Vous avez certains dons qui vont être plus courants, d'autres plus rares, plus recherchés. Et à cette date, les clairvoyants ont commencé à faire surface. Et du coup, la politique, les gouvernements ont décidé de prendre les choses en main. Maintenant, de nos jours, à l'époque où se passe ce récit, la clairvoyance est mal vue. On est à Londres, mais ça s'appelle plus Londres, ça s'appelle Sion-Londres. Les gouvernements ont décidé de changer les choses. Les clairvoyants sont mal vus. Ils sont traqués par une section d'élite, en quelque sorte, du gouvernement, et on ne les revoit plus jamais. Les gens les considèrent mal aussi, alors qu'il y a des gens qui sont tout à fait gentils, hein, c'est juste qu'ils sont nés comme ça, mais qu'est-ce qu'ils y peuvent? Bref, la clairvoyance, c'est le mal. Et on suit Paige, qui est une clairvoyante d'un niveau très rare, avec un don très rare, et qui travaille pour Jackson. Je l'ai lu il y a quelques semaines, donc j'ai un petit peu les choses qui sont moins fraîches. Jackson, oui, avec un X. Il travaille pour Jackson, qui est un des chefs de la pègre. Alors la pègre, là, en l'occurrence, c'est pas la pègre juste de malfrats, c'est la pègre de la clairvoyance. Hein. Il y a à chaque fois des clairvoyants dans la pègre. Elle travaille pour Jackson, qui est un des meilleurs dans la pègre. Son équipe est une des meilleures. Un jour, elle va être capturée par le gouvernement de Sion-Londres. Et elle pense qu'elle va finir en prison, puis tuée. Et en fait, non. Elle se retrouve dans une ancienne ville, dont on a oublié un peu qu'elle existe, parce qu'elle est soi-disant abandonnée. Elle se retrouve à Oxford. Et d'ailleurs, on a un plan au début du tome de Oxford, qu'on appelle maintenant Séoul, mais c'est Oxford. Et elle va découvrir que dans ce Séoul 1, comme ça s'appelle, c'est un espèce de camp de concentration, on va appeler ça comme ça, où sont regroupés tous les clairvoyants qui capturent. Ils ne sont pas tués, ils sont alors divisés, et ils se retrouvent avec un maître en quelque sorte. Et ces maîtres ne sont pas du tout humains, ce sont des créatures qui sont apparues en même temps que la cisure qu'il y a eu il y a 100 ou 200 ans en arrière, je ne sais plus exactement, dans le temps, où ça a fait que les clairvoyants sont apparus officiellement. Ces créatures-là, les gens normaux n'en ont pas conscience.
le gouvernement de Sion, Londres, a passé des accords avec, et ces créatures sont dans cet ancien Oxford, qu'on appelle Séol. Ils gouvernent cette zone, ils prennent les clairvoyants, chacun prend le clairvoyant qu'il veut quand les clairvoyants arrivent. Je crois qu'ils viennent tous les 10 ans, les clairvoyants, quelque chose comme ça. Et, mais c'est pas une partie de plaisir, hein, on ne s'amuse pas là-bas. Les clairvoyants ne sont pas bien traités, il y en a qui sont battus, ils doivent se battre, il y en a qui meurent. Il y a différents niveaux de cap, il y a des clairvoyants qui entrent dans le jeu, qui deviennent donc mauvais à quelque part comme ces créatures, parce qu'elles ne sont pas bonnes ces créatures, hein, on le sent. Et Paige, elle se retrouve chez une de ces créatures qui ne prend d'habitude jamais de clairvoyant. Et là, cette fois, il l'a pris elle, comme par hasard, une qui a un don très rare. Mais à l'heure actuelle, personne ne sait quel est son don, elle l'a bien caché. Ils pensent que c'est peut-être un petit don minime, quelque chose comme ça. Mais cette créature la prend, et petit à petit les choses se mettent en place entre eux. Au début, ils sont distants et tout. Je ne veux pas trop en dire, mais est-ce qu'il est vraiment si mauvais que ça, ou est-ce qu'il est plutôt bon? Ça, je vous laisse le découvrir. Comme je vous dis, c'est très très riche. En plus de ça, on a les amis de Paige, donc dans la pègre, qui reviennent vers les 3/4 du livre en jeu. Et en plus, Samantha Shannon nous fait beaucoup de passages au passé. C'est-à-dire qu'on suit l'évolution de Paige depuis qu'elle est petite fille, quand elle a découvert son don, quand elle a découvert le chef de la pègre, comment elle a été intégrée. Donc c'est vrai que des fois on est dans le présent, des fois on retourne dans le passé pour avoir ses souvenirs. C'est pas évident à suivre. C'est un livre, il faut s'accrocher. C'est pas une lecture doudou toute simple, il faut être au calme. J'ai voulu le prendre 1 ou 2 fois au travail pour le lire quand les enfants sont au parc, mais alors quand les enfants étaient au parc, mais laissez tomber, je devais relire les phrases à chaque fois. Il faut vraiment être au calme. Il faut prendre le temps des fois de relire 2 ou 3 fois la phrase pour bien comprendre, de revenir un petit peu en arrière. C'est dense comme lecture. Mais j'ai passé un super bon moment, et j'ai quand même mis du coup à ce livre un beau 18. Ça c'était pour The Bonne Saison de Samantha Shannon. Ensuite j'ai lu en deuxième Heartstopper, le tome 2 d'Alice Oseman, en VO, aux éditions Hachette Children. Moi j'ai choisi de les lire en VO parce que c'est vraiment une lecture très facile. Forcément c'est une sorte de BD manga, vous avez peu de texte. Si vous souhaitez commencer à lire en VO et que vous avez un petit peu peur de vous lancer, comme le conseil solide de Librement Addict, c'est une lecture idéale parce qu'il n'y a pas trop de texte, c'est pas trop dense, et puis c'est une petite lecture doudou aussi, il ne faut pas se le cacher. On est sur un deuxième tome, donc je vais peut-être rester assez vague. On est dans une histoire avec Nick et Charlie. Charlie est un personnage gay, il le sait depuis quelques années, ils sont tous les deux à l'école, ils sont étudiants, tout le monde à l'école sait que Charlie est gay, il a 2 ou 3 amis, c'est un garçon quand même assez réservé. Et en face on a Nick, qui est un gars ultra populaire à l'école, qui joue au football américain, si je ne me trompe pas c'est le football américain. Et il est sorti avec plein de filles, bref. Un jour, lors du tome 1, ils sont dans la même classe, ils ont un cours en commun, et ils vont commencer à parler, à sympathiser, et plus les jours vont passer, plus ils vont devenir amis, plus ils vont partager des moments complices, d'amitié, et très vite, pour Charlie, vous imaginez, il va tomber amoureux de l'hétéro. D'ailleurs, son meilleur pote va lui dire, t'oublie pas qu'il est hétéro, il ne s'intéressera jamais à toi, te fais pas souffrir inutilement. Et là aussi, vous pouvez vous en douter, au fil de l'histoire, Nick va commencer à développer aussi des sentiments pour Charlie. On le sent, on le voit venir, mais il ne sait pas encore très bien comment s'y prendre. À la fin du premier tome, il commence à y voir plus clair. Et là, dans ce second tome, je ne veux pas trop en dire, hein, mais on part sur le fait qu'il commence à accepter ce qu'il ressent, mais qu'il ne sait pas encore comment en parler autour de lui, qu'il a encore peur d'être jugé. Donc on évolue sur ce moment où je commence à savoir qui je suis, mais je n'ose pas le faire, je n'ose pas montrer aux autres, je n'ose pas dire à ma famille. C'est à peu près la seule chose que je vous dirais. Alors c'est une petite lecture doudou, ça se lit très très facilement, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi j'ai lu en une soirée. C'est une lecture doudou qui est sans prise de tête, vous n'allez pas vous poser 1000 questions, genre c'est pas comme avec The Bonne Saison, il n'y a pas des intrigues cachées ou quoi que ce soit. Les seules questions éventuelles que vous aurez,
c'est sur le fait que on va développer sur la bisexualité, l'homosexualité. Donc voilà, c'est ce genre de débat qui peut peut-être avoir lieu dans votre tête, mais ça ne va pas être quelque chose non plus d'hyper recherché. D'où le fait que c'est une petite lecture toute simple et toute doudou. Et c'est vraiment une lecture que je conseille aussi aux adolescents qui peuvent se poser parfois des questions, ou même qui ne s'en posent pas d'ailleurs. Mais c'est une lecture à mettre entre les mains de beaucoup de monde, je pense. Et pour Heartstopper, je l'avais mis dans les catégories du coup que je cherche ça. Dans le menu automne douceur de vivre, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Et je l'avais mis aussi dans le menu automne enchanteur, princesse princesse. Et pour ce tome 2, j'ai décidé de lui mettre un joli 18. C'est pas un coup de cœur pour moi, c'est une bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Ensuite, j'ai lu Les Faucons de Ravera, tome 1 de Melissa Caruso, paru chez Big Band, au format poche. Alors, dans cette histoire, on est vraiment dans un royaume de fantaisie complètement inventé. On s'inspire peut-être d'il y a quelques siècles en arrière, mais c'est un royaume inventé. Et on y suit en fait Amalia Cornaro, qui est la fille d'une politicienne haut placée dans le royaume de Ravera. Et un jour, alors qu'elle est en ville, de façon, normalement elle n'aurait pas le droit d'être là, elle va assister à une jeune femme qui est en train de se faire agresser. Elle va vouloir aider la jeune femme, et ça va donner le temps à la jeune femme, Zaira, elle s'appelle, qui est en train de se faire agresser, d'utiliser son pouvoir. Zaira est ce qu'on appelle un faucon. Les faucons, dans ce récit, sont des personnes qui sont dotées de pouvoirs magiques. Ils ont chacun un pouvoir, hein. Ils n'ont pas, c'est vraiment un pouvoir par personne. Et Zaira, en l'occurrence, son pouvoir est très rare. C'est le pouvoir de manipuler le feu, de faire du feu. Et elle enflamme les hommes qui l'ont violentée sous les yeux d'Amalia. Surgit alors un dresseur de faucons, Marcello, qui dit à Amalia qu'il faut maîtriser Zaira. Elle n'a pas de fauconnier, Zaira. C'est un faucon solitaire. Normalement, les fauconniers sont liés à leurs faucons. On trouve les faucons, normalement, on trouve les faucons quand ils sont enfants ou adolescents. Zaira est adulte et elle n'a pas de fauconnier. Et du coup, sa magie n'est pas entravée. Un faucon est toujours lié à un fauconnier. C'est-à-dire qu'on met au faucon un bracelet, comme un bijou, qui va entraver son pouvoir. C'est le fauconnier, qui est un humain normal, qui a le pouvoir de contrôler le don de la personne. C'est-à-dire, avec un mot, elle aura la possibilité d'activer le don du faucon. Et avec un autre mot, si le faucon va trop loin, elle aura le don de désactiver instantanément le don de la personne. Mais Zaira, elle a grandi sans fauconnier et elle n'en veut pas. Et à ce moment-là, Marcello, le fauconnier, passe un bracelet à Amalia et lui dit il faut la museler, il faut lui passer le bracelet pour qu'elle arrête le feu, parce qu'il sentait qu'elle était en train de perdre elle était en train de perdre le contrôle de son don, parce que le don de feu c'est très puissant. Amalia hésite et elle finit par passer le bracelet. D'abord elle lui dit non, je peux pas, je suis voilà, vous pouvez pas le faire vous, moi je suis la fille de Madame de Cornaro, je peux pas passer ce bracelet, c'est pas légal, c'est pas, elle n'est pas autorisée en tant que fille d'une haut placée du gouvernement à faire ça. Aucun enfant du gouvernement ne devient fauconnier. Sauf que Marcello est déjà fauconnier d'un faucon. On ne peut pas être fauconnier deux fois et il n'y a personne d'autre dans les environs pour stopper ce pouvoir qui est en train de se déchaîner. Et donc du coup Amalia finit par passer le bijou et elle devient donc le fauconnier de Zaira. Zaira qui ne souhaite pas avoir de fauconnier, qui s'est toujours cachée du gouvernement, des fauconniers, et forcément ça va faire des étincelles entre Zaira, Amalia et Marcello. Zaira a vraiment un tempérament de feu, c'est le cas de le dire, elle ne se laisse pas faire, elle craint tout le monde, elle se méfie d'Amalia, de Marcello. Au fil de l'histoire, elle va quand même un petit peu commencer à rentrer dans les complots et dans les jeux. On est vraiment sur une histoire de politique et de complot de cour. C'est ça que j'ai trouvé dommage. J'ai trouvé
qu'on ne parlait pas assez de la magie et des dons de magie en eux-mêmes. On ne les exploite pas assez, seulement vers la fin où on commence un peu plus à exploiter ça. Je pense que ça viendra dans les prochains tomes. Je pense qu'on a voulu poser les bases vraiment de l'histoire. Mais bon, au début, Zaira et Amelia ne s'entendent pas du tout. Zaira n'a pas confiance en Amalia. Est-ce que ça vient au fil de l'histoire? Ça, je vous laisse le voir. J'ai beaucoup aimé en tout cas cette relation entre Zaira et Amalia. J'aime bien aussi la relation. Donc, au final, j'ai passé un bon moment. J'ai mis un joli 17 sur 20 pour le fait que j'ai trouvé que la magie venait un petit peu trop tardivement. Mais elle est venue. Et j'ai eu du mal donc à rentrer vraiment pleinement dedans. Mais à un moment donné, les complots politiques qu'il y a font qu'on a envie de savoir la suite. On est vraiment pris dedans. Qui a fait quoi? Et j'ai été très franchement surprise par certains dénouements de l'histoire. Tout n'est pas fini, hein, il y a encore 2 autres tomes, mais là, certaines choses qu'on a découvertes vers la fin m'ont vraiment surprise. Là, je m'y attendais, mais alors vraiment pas. Et ce que j'ai aussi apprécié dans cette histoire, même si c'est très léger, on a un des personnages, je ne dirai pas lequel, mais un des personnages semble très clairement être bisexuel. Voilà, le personnage se balade entre hommes et femmes, il joue avec les hommes comme avec les femmes, hein, au niveau de la séduction. Je pense que ça peut laisser pour le futur de la place un petit peu là-dessus. C'est très secondaire, hein, mais au moins il y a une représentation de bisexualité dans ce récit. Ça, c'était donc pour Les Faucons de Ravera, le tome 1. Ensuite, j'ai lu Les Carnets de Cerises, le tome 2, aux éditions Soleil, par Joris Chamblin et Aurélie Neyret. J'adore cette couverture. Le premier tome des Carnets de Cerises avait vraiment été un gros coup de cœur. J'avais mis 20 sur 20. Cette fois, j'ai mis un très joli 18 sur 20. Je t'avais mis dans la menu auteur douceur de vivre, dans Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent grand bonbon à la Guti Kumpadia? Alors, j'ai mis un tout petit peu moins qu'au premier tome. Je sais pas, je pense que c'est l'histoire qui m'a un tout petit peu moins plu qu'au premier tome, même si elle est très bonne, hein, ça reste une super lecture agréable. Ça reste un moment doudou, j'ai lu aussi en une soirée, hein, c'est vraiment une lecture sans prise de tête, là encore. Entre 2 gros pavés, c'est un petit plaisir doudou, ça se lit facilement, on a le sourire aux lèvres, c'est très mignon, j'adore le style des dessins. Je vais vous montrer encore une fois, vous avez des pages comme ça. Et après, voilà, le style des dessins. Moi, j'adore ce genre-là. Je crois que c'est vraiment le genre que je préfère. Mais j'ai trouvé, cette fois, l'histoire était peut-être un peu en dessous de la première. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a manqué pour que ce soit un 19 ou un 20. Cette fois, on est pendant les vacances d'été. Cerise attend ses 2 meilleures amies qui sont toutes les 2 parties en vacances. Et elle découvre une grand-maman qui, chaque semaine, le même jour, à la même heure, prend le bus pour se rendre à la bibliothèque. Je crois qu'elle ne découvre pas tout de suite qu'elle va à la bibliothèque. Mais elle sent qu'il y a quelque chose avec cette mamie qui l'intrigue. Il y a quelque chose... voilà, pourquoi chaque jour, chaque semaine ou même jour, à la même heure, elle va prendre ce bus, elle va la suivre, elle va même découvrir, un jour, elle va faire tomber cette mamie sa carte de membre avec le fait qu'elle loue chaque semaine le même livre depuis des années. Mais le même livre. Et donc, Cerise, qui est toujours très curieuse, va vouloir comprendre toute cette histoire. Je ne vais pas vous en dire plus, comme c'est une BD. Alors c'est sûr que l'histoire est à nouveau très touchante, hein, elle est très jolie, la finalité de cette histoire. C'est juste que j'ai préféré la première histoire. Voilà. Par contre, un petit point qui m'a un petit peu chiffonné dans ce tome, c'est qu'il y a une amie de Cerise, c'est Erika. Je vais vous la montrer. Où es-tu, Erika? Elle est là. J'ai un problème avec Erika. Déjà dans le tome 1, et je ne sais pas si vous verrez sur les planches, je trouvais qu'Erika faisait beaucoup la tête, surtout la tête à Cerise. Clairement, Erika n'est pas dans le groupe des 3 amies, celle qui préfère faire les enquêtes de Cerise. Son autre amie, Lynn, ça l'intéresse. Les histoires que Cerise cherche à comprendre, les petits mystères. Mais Erika, on sent que ça l'intéresse moins. Et elle est souvent, déjà dans le premier tome et encore plus dans celui-là, elle est souvent en train de faire la tête. Pour ne pas dire tout le temps. Déjà rien, là que quand elle rentre de vacances, après elles se disent bonjour. Et elle est là, bon,
Et si tu nous donnais la vraie raison de cette invitation, en tirant une tête pas possible, et après, Cerise, quand elle explique pour la petite mamie et tout ça, elle est de plus en plus fâchée. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'on ait fait que ce soit ce personnage de Erika qui soit tout le temps bougon. Alors attention, je la comprends. À un moment donné, dans le tome 2, les deux filles sont très fâchées. Erika lui dit des choses qui sont justes. Cerise a un peu délaissé ses amis au détriment de ce mystère, y compris la vieille dame qui écrit des livres. Elle ne voit plus qu'en ses amis quelque chose pour aider à résoudre le mystère. Elle oublie l'amitié en elle-même. Même avec sa maman, elle ne se comporte plus aussi bien. Erika a raison de lui signaler. Mais je trouve que ce personnage est toujours en colère, toujours bougon, rarement avec le sourire. Et je trouve ça dommage qu'on ait décidé de faire que ce soit ce personnage qui soit toujours en colère et bougon. Parce que, à quelque part, je me dis, c'est le personnage qui est de couleur, qui est le personnage bougon de l'histoire. Celui qui est toujours en train de tirer la tête. Et je trouve ça extrêmement dommage, à quelque part. Ça aurait été la petite fille de couleur blanche. Je pense que ce serait mieux passé pour moi. Mais là, j'ai trouvé, voilà, ce personnage, on lui met ce côté bougon. Pourquoi? C'est vraiment dommage qu'elle soit tout le temps à tirer la tête, tout le temps à faire des reproches à Cerise, même si encore une fois, à un moment donné, elle a raison. J'espère vraiment que dans les prochains tomes, elle va changer de comportement et qu'elle sera un peu plus souriante, parce que c'est un personnage que j'arrive pas du tout à m'attacher du coup. Je me dis, mais pourquoi elle est amie avec Cerise si elle n'aime pas ce que Cerise fait? Au final, il vaut mieux pas être amie dans ce cas-là. Mais j'ai passé quand même donc un très bon moment de lecture. Hein. Je pense qu'avec un joli 18, on peut dire qu'on a passé un bon moment. Ça, c'était pour les carnets de Cerise, le tome 2. Ensuite, dans la catégorie automne frissonnant, Gargare à la main de gloire, j'ai lu Origine de Dan Brown aux éditions J.C. Lattès. Alors, est-ce que j'ai besoin de présenter Dan Brown, vu tout ce qu'il a fait, hein, vu tout ce qu'il a fait en littérature et qui a été mis au cinéma. Et en l'occurrence, moi, les Dan Brown, ce que j'aime lire, c'est les tomes sur Robert Langdon. Donc Da Vinci Code, Angers Démon, et encore une fois, c'est celui qui me manquait. Origine, encore une fois, une histoire avec Robert Langdon. Je crois d'ailleurs que c'est son dernier qu'il a fait avec Robert Langdon. Il me semble qu'il se passe après tous ceux qu'on connaît d'ailleurs. Et Robert doit se rendre en Espagne. Il a un de ses anciens élèves qui est devenu un scientifique, un professeur, un scientifique, enfin c'est un futurologue qui est spécialisé dans les nouvelles technologies, qui lui a donné une invitation pour se rendre à Bilbao, en Espagne, dans un musée où il va faire une conférence qui va révolutionner la planète sur les religions. Pas juste une religion, toutes les religions. Après ce qu'il va expliquer, on ne verra plus la religion de la même façon, toutes les religions vont s'effondrer, enfin, ça va changer le monde. Ce qui intrigue beaucoup, bien sûr, Robert Langdon. Sauf que, comme souvent avec Robert Langdon, forcément, il y a un meurtre. Et en l'occurrence, lors de la conférence, c'est son ami qui se fait tuer en direct devant les yeux de tout le monde et les yeux de Robert Langdon. Robert Langdon veut alors résoudre le mystère. Hein, on le connaît, il est comme ça. Et en plus de ça, il est aidé par un ordinateur que son ami Kirsch, il s'appelait, a créé. Une intelligence artificielle tellement douée qu'au début Robert Langdon croyait qu'il parlait dans son oreillette lorsqu'il attendait que la conférence commence au musée. Quand on lui a donné cette oreillette, il croyait vraiment parler à une personne physique, à une secrétaire, à un secrétaire en l'occurrence. Mais non, c'est un robot, un ordinateur même. C'est l'ordinateur, le robot du futur, l'intelligence artificielle du futur qu'a créé Kirsch. Et donc il va être aidé par cette intelligence artificielle et il va aussi être aidé par Ambra Vidal, qui n'est autre que la fiancée du prince d'Espagne, qui est la chef du musée où a lieu l'assassinat. Et ils vont essayer par tous les moyens de retrouver ce que Kirsch voulait dire, parce que l'ordinateur le leur révèle, il a caché ça avec un code, forcément, hein, pour Robert Langdon il faut des codes, et c'est sur un ordinateur bien caché. Et il y a la possibilité d'y trouver grâce à des codes, grâce à des énigmes, pour dévoiler quand même sa découverte que tout le monde attendait. C'était retransmis en live sur Internet.
En parallèle de ça, on a quelques jours avant la cérémonie, Kirsch rencontre plusieurs hauts placés, des évêques dans différentes religions. 3. Je crois qu'il y a un musulman, je ne sais plus, mais voilà, 3 religions différentes du monde. Il les rencontre, il leur montre sa découverte, qui est apparemment validée, hein, parce que même eux, ça les ébranle, ça ne les empêche pas de continuer à croire en leur Dieu, mais ils savent que ça va ébranler la communauté religieuse et la planète. On va suivre aussi ces 3 personnages, et il va leur arriver des choses à certains d'entre eux. Donc voilà, ça va être en même temps de démêler ce qui va arriver à ces personnages, qui fait quoi, pourquoi, qui mène la danse au final. J'ai quand même été très étonnée par la fin. Voilà, moi j'avais pas du tout vu venir, je pensais que le personnage qui maniait les petites ficelles c'était quelqu'un d'autre. Très franchement, je ne veux pas dire qui, mais j'ai été très surprise en fait. J'ai passé un très bon moment. J'ai mis un joli 16 sur 20. Pour moi 16, jusqu'à 15 ça reste des bonnes notes. Hein. J'ai mis 16 parce qu'après, les thrillers, on m'a dit que c'était du thriller ça, hein, thriller, policier, un petit peu, il y a de l'enquête. C'est pas vraiment mon truc à la base. Je fais vraiment exception avec Dan Brown parce que j'ai adoré Da Vinci Code quand il est sorti au cinéma, que j'ai décidé de le lire en livre, puis après j'ai lu Angers Démon, Inferno, celui-ci. Mais c'est vrai que c'est pas mon genre de prédilection, donc j'ai mis un peu plus de temps à le lire. Mais ça reste bon. Franchement, comme je vous le dis, la fin, voilà, qui tirait les ficelles, au final, je m'en serais pas douté. J'étais très surprise de le découvrir. Ça, c'était donc Dan Brown, Origine. Ensuite, j'ai commencé à lire La Passe-Miroir, Les Fiancés de l'hiver, le premier tome. Je tourne ma page, de Christelle Dabos, aux éditions Gallimard. Et alors ça, je l'ai mis dans Automne des mystères. Et je l'ai mis autant pour la catégorie En avant Yvette Tempête et pour Cabinet de curiosité. Alors, pour ce premier tome, je lui ai mis aussi 16 sur 20. Ce qui reste encore, moi je trouve 16 c'est quand même encore honorable. Hein. J'ai mis 16 sur 20 parce que, je vais être honnête avec vous, j'ai eu du mal à entrer dans ce livre. Je sais pas, est-ce que c'est... Bon, je sais que d'autres personnes ont moins aimé le tome 1. J'ai vu que Fanny, des Chroniques de la Fraise, disait récemment qu'en effet, elle aussi, le tome 1 n'est pas son préféré, elle avait préféré le tome 2. Et je continuerai à le lire, hein. 16, ça reste une bonne note. Mais j'ai eu du mal à rentrer dans cette histoire, j'ai eu du mal à comprendre l'engouement autour du livre en fait. Je pense peut-être que ça vient aussi du fait que j'ai commencé cette lecture après avoir eu 2 coups de cœur astronomiques avec Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout et Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin, qui m'ont retourné les tripes, qui m'ont fait pleurer, tout ce qu'on veut. Et je pense que commencer cette lecture juste derrière m'a peut-être un peu perturbée. Je suis moins rentrée dedans, moins rapidement, j'ai moins accroché, j'ai trouvé sympa, sans plus. Voilà. J'arrive pas à m'attacher à Ophélie et à Thorne. Il a fallu vraiment avancer dans l'histoire pour commencer vraiment à m'intéresser à Ophélie. Thorne, oui, je le trouve mystérieux, et d'ailleurs, tous les deux, ils m'intriguent. J'espère vraiment que pour la suite, voilà, ça va évoluer entre eux et que ça va aller de enemies to lovers. Même si on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont enemies. C'est juste qu'ils ne se connaissent pas et que Thorne est un être froid, sans cœur, hautain et tout ce qu'on veut. Et puis, alors qu'Ophélie, elle est un peu au début réservée, timide. Mais par contre, c'est vrai qu'elle prend du caractère au fil du livre. Il lui a eu vraiment des crasses pas possibles. Franchement, je tire mon chapeau à Ophélie. Je suis quand même très intriguée sur ce qui va se passer dans la suite. J'ai vraiment hâte de le découvrir parce que j'ai du mal à voir où on va aller en fait avec cette histoire. Après, par contre, la plume de Christelle Dabos est très fluide, j'ai beaucoup aimé et ça se lit facilement. Hein. J'ai pas mis beaucoup de temps pour le lire. C'est juste que j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'arrive pas à voir où on va aller ou à m'attacher réellement pour l'instant au personnage. Mais personnellement, je ne juge pas un livre que sur le premier livre. Je le juge en général sur plusieurs tomes. Et donc je vais continuer parce que j'ai quand même envie de savoir la suite. Ça reste très intriguant. Ça, c'était donc pour La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Et le dernier livre, c'est Le Dernier Magicien, le tome 1 de Lisa Maxwell. Alors là, j'ai clairement une appréhension. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Je lui ai mis d'ailleurs, je l'ai mis dans le menu Automne des mystères, catégorie
Yvette Tempête pour artefacts, voyages, aventures, archéologie. Je pense qu'on est assez dans les artefacts, c'est tout à fait ça. Et je lui ai mis quand même à 18 parce que moi j'ai passé un super bon moment. Et alors la fin, il se passe des choses et des révélations à la fin, mais alors je ne les ai pas vues venir du tout. Mais pas du tout. J'étais sur les fesses. Ah oui, là franchement, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, mais je le redoute, comme je vous disais, parce que j'ai eu 2 reviews, j'ai vu 2 reviews dernièrement, voire 3. Je sais qu'il y a Anne de Literarum qui l'a lu, le tome 2, et qui a été déçue. Et je ne sais plus si c'est sur Instagram ou sur une chaîne YouTube que je suis, mais il y a une autre personne qui l'a dernièrement lu aussi et chroniqué. Et elle aussi a été très très déçue du tome 2 en disant qu'il n'y avait pas d'intérêt à ce tome 2. Donc je redoute vraiment de passer sur ma lecture du tome 2 parce qu'apparemment c'est vraiment pour beaucoup de monde en dessous. Alors ce sera peut-être pas le cas du tome 3. Mais bon, alors là, comment vous décrire ça? C'est un peu particulier. Au début, j'ai eu un peu de mal à m'y retrouver parce que c'est en effet très dense. On est sur un récit dans notre monde, fantastique donc, mais quelque peu modifié. Dans ce récit, à New York, sert aujourd'hui d'attrape-mage. Les mages vont à New York en pensant être à quelque part en sécurité dans un Eldorado parce qu'ils sont traqués un peu sur Terre. On les prend pour le mal incarné, etc. Tous les mages sont mauvais. Sauf qu'une fois qu'ils rentrent dans New York, ce n'est pas un truc sécurisé où ils seront bien et tout. Ils ne peuvent plus en sortir. Il y a une barrière magique. S'ils franchissent la barrière magique dans l'autre sens pour en sortir, leur pouvoir est arraché de leur corps, littéralement, aspiré par la barrière, et le plus souvent, ils en meurent. Ou s'ils n'en meurent pas, ils sont à moitié, ils deviennent à moitié gaga, ils sont plus eux-mêmes, enfin voilà. Donc les mages se retrouvent bloqués dans New York. Et au milieu de tout ça, ben, vous avez les New-Yorkais normaux, hein. Eux ils peuvent quitter la barrière et tout. Ça a été fait par un ordre, il y a 100 ans, 200 ans en arrière, je ne sais plus exactement, l'ordre Aura, il semble qu'il s'appelle comme ça, je ne sais plus exactement. Mais bref, c'est un ordre qui a créé ça contre les mages. Et on commence le livre, c'est ça qui est perturbant, on le commence en fait en 1902. Voilà, on commence le récit en 1902, après, quelques pages après, premier chapitre, décembre 1926, et on commence avec le magicien, le chapitre premier, lui en 1926, c'est avec Esta, pour ensuite, je vous cherche ça, sauter en 1899 avec Dolph Saunders, pour après retourner, me semble-t-il, en 26, pour terminer à nouveau en 1900, pour retourner de nos jours, pour repartir après dans les années 1930, je ne vais pas vous dire de bêtises, 1901. Donc voilà, 1900, vous allez en 1926, vous allez en 1800, vous allez en 1926, en 1901, puis de nos jours, puis vous revenez, c'est déjà compliqué. Et alors en plus de ça, vous suivez Esta, vous suivez Dolph Saunders, et vous suivez aussi Art Darrigan. Donc voilà, Esta, Arte, Dolph. Au bout d'un moment, plus les différentes temporalités, au début j'étais un peu larguée. Après, au fil du récit, on s'imprègne de l'histoire et on reste dans les années 1900. On arrête de bouger de 1800 et quelques à 1926, à 1900, à 2000 et quelques. On reste après pour 90% d'histoire dans la même année, dans la même période. Donc ça devient plus simple. Mais le début, il faut s'accrocher. Mais alors par contre, comme je vous disais, à la fin, oh, j'avais pas vu venir le truc. Franchement, moi j'ai adoré cette lecture. J'ai trouvé l'écriture très fluide aussi. J'ai vraiment pas eu de soucis avec. C'était assez addictif. J'avais toujours envie d'en connaître plus. Surtout avec la fin. Je crois que j'ai dévoré les 100 dernières pages sur la même soirée. Je ne pouvais pas m'arrêter. Mais comme je vous dis, je redoute vraiment le tome 2. Après, comme c'est une trilogie, peut-être que le tome 3 rattrape la chose. Ce sera à voir. Ça, c'était donc les livres que j'ai lus pour le challenge. Mais pour ce challenge, j'avais aussi d'autres livres que j'ai mis
pour mon Disney Book Challenge, dont la deuxième partie du bilan viendra après cette vidéo, elle n'est pas encore tournée. Alors j'avais mis dans les catégories, j'avais encore du coup, juste pour vous le dire, dans Automne frissonnant, le menu Automne frissonnant, pour la catégorie Double Toil en Trouble, j'avais aussi Percy Jackson, le tome 2, pour lequel j'ai mis un 18 sur 20. Vous verrez le détail sur mon autre bilan, je vous mettrai, une fois qu'il sera tourné, le lien dans la barre d'infos. J'avais aussi, toujours dans Automne frissonnant, pour le sous-menu Folklore de Chip 'n Dale, j'avais un Palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, 21 sur 20 si c'est possible. Voilà, Sarah J. Maas, à Cotard, c'est toujours comme ça pour moi. Et toujours dans cette catégorie, j'avais aussi Kéléana, le tome 2, oui, encore du Sarah J. Maas, pour lequel j'ai mis 18 sur 20. J'avais aussi Le Trône des 7 îles, mais il me semble que je vous l'ai fait en review, donc j'avais mis 17 sur 20. Pour le menu Automne enchanteur, j'avais La Sentinelle du Petit Peuple, qui était une BD, que j'ai mis pour la lunette de Pierre, cet extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Petit Peuple, féerie, nature, je pense qu'on rentrait totalement dedans. Et pour La Sentinelle du Petit Peuple, j'ai mis 16 sur 20. Vous verrez dans ma chronique du bilan Disney Book Challenge pourquoi j'ai mis cette note-là. Et j'avais pour Nom d'une dune, toujours sous le menu Automne enchanteur, Nevernight, le tome 1, que j'ai eu aussi en LC sur le Discord où je suis membre, pour lequel j'ai mis un 18 sur 20. Pareil, vous verrez sa review dans Disney Book Challenge. J'avais aussi, dans le menu Automne des mystères, dans la sous-catégorie Les ruines de l'Atlantide, j'ai lu L'or. Et L'or, je lui ai mis, oui, tu L'or, un joli 18 sur 20. Pareil, à retrouver dans l'autre bilan du Book Challenge, Disney Book Challenge. Et finalement, eh ben, c'est tout. Voilà, c'était les livres qui me restaient. Ah oui, il y avait aussi Gardien des cités perdues. Gardien des cités perdues, je l'ai mis dans le menu Automne enchanteur, dans la lunette de Pierre, cet extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et pour ce tome 2 des Gardiens des cités perdues, je lui ai mis 18 sur 20. Pareil, à retrouver sur la vidéo du Disney Book Challenge. Il me semble que j'ai fait le tour. On met deux challenges en un, c'est parfois un peu plus dur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant s'il y a des livres que vous avez lus ou qui sont dans votre wishlist, ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo autour de vous. Ça aide les petits créateurs de contenu comme moi à se faire un petit peu connaître. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!